madame, monsieur, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité. Je suis Fanny Weckscheider. À la une de l'information de ce jeudi 27 avril 2017. Au Sénégal, le verdict de la prison à vie vient d'être confirmé en appel à l'encontre de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Au Kenya, le mouvement démocratique Orange a annoncé la candidature de son leader Raila Odinga à l'élection présidentielle du mois d'août. Et enfin, un haut responsable des renseignements nationaux a été tué par des combattants Shebab dans la capitale somalienne Mogadiscio. Bonsoir à tous. Le verdict de la prison à vie vient d'être confirmé pour l'ancien président tchadien Hissène Habré. Cette décision finale confirme celle prise en première instance et rendue en mai 2016 par les Chambres africaines extraordinaires, un tribunal spécial africain qui siège à Dakar. 40 000 personnes seraient mortes lors de la répression qui s'est déroulée entre 1982 et 1990 sous le régime de l'ancien chef d'État tchadien. Hissène Habré purgera sa peine soit au Sénégal, où il est réfugié depuis son renversement en décembre 1990, soit dans un autre pays de l'Union africaine. Son procès était le premier au monde dans lequel un ancien chef d'État était traduit devant une juridiction d'un autre pays pour violation présumée de droits de l'homme. Si Hissène Habré a été acquitté de l'accusation de viol qui pesait contre lui, la Cour d'appel a tout de même confirmé sa détention à perpétuité pour les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de torture. Acquitte Hissène Habré du chef de viol par commission directe sur Khalida Hassan. Dit que cette information partielle n'a aucun effet sur la peine prononcée par la Chambre d'assises. Rejette les autres moyens d'appel et confirme en conséquence la décision sur l'action publique à ses autres dispositions. Un autre procès a été très attendu ce jeudi en Afrique de l'Ouest, celui à Ouagadougou de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, et de 33 ministres de son dernier gouvernement. L'ouverture de ce procès a été reportée au 4 mai. Plus de détails dans ce reportage. Ce matin, devant la haute cour de justice à Ouagadougou, Blaise Compaoré n'était pas présent dans le box des accusés. L'ancien président du Burkina Faso vit en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute après l'insurrection populaire d'octobre 2014. L'ouverture du procès de l'ancien chef de l'État du Burkina Faso devra attendre le 4 mai prochain. Le bâtonnier a demandé un report afin de permettre à tous les avocats d'assister à la rentrée solennelle du barreau jeudi et vendredi, un événement qu'il a qualifié de majeur. Les 34 accusés sont soupçonnés d'être impliqués dans la répression du soulèvement populaire d'octobre 2014 qui a conduit à la chute de Blaise Compaoré après 27 ans au pouvoir. C'est d'ailleurs en sa qualité de ministre de la Défense que l'ancien chef de l'État est cité à comparaître, un portefeuille qu'il conservait lors des événements. Les 33 ministres co-accusés sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et blessures volontaires. Il leur est reproché d'avoir participé au Conseil extraordinaire des ministres du 29 octobre 2014, au cours duquel ils ont décidé de faire appel à l'armée pour réprimer les manifestants rassemblés contre la modification de la Constitution qui devait permettre à Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat. Des tirs à balles réelles sur les protestataires avaient fait 7 morts et 88 blessés, selon l'ordonnance de renvoi. Dans cette affaire, tous les accusés risquent la peine de mort. Nouvelle manifestation anti-Jacob Zuma en Afrique du Sud. Environ 2000 personnes étaient réunies ce jeudi sous la bannière du Mouvement pour la Liberté, une nouvelle alliance sud-africaine qui réunit des partis d'opposition, des groupes religieux ainsi que des militants de la société civile. Le groupe et ses sympathisants se sont réunis au stade Caledonian de Pretoria à l'occasion de l'anniversaire des premières élections libres d'Afrique du Sud depuis la chute de l'apartheid en 1994, la journée de la liberté. Les personnes rassemblées ont demandé une fois de plus la démission du président Zuma. Parmi les partis politiques d'opposition qui étaient présents se trouvaient l'Alliance démocratique, COP ou encore le Mouvement démocratique uni. Pour la commémoration nationale de cette journée de la liberté, Jacob Zuma est élu dans sa province du KwaZulu-Natal. Et toujours dans le pays, une tentative de coup d'État a été déjouée. Un homme de 23 ans a été arrêté mercredi grâce à des opérations d'infiltration menées à Pretoria et à Johannesburg. Le suspect aurait planifié d'assassiner 19 personnes, dont des ministres du gouvernement actuel, des fonctionnaires d'entreprises publiques et des citoyens éminents. Toujours de la politique au Kenya. Le mouvement démocratique Orange a annoncé la candidature de son leader Raila Odinga à l'élection présidentielle.
Devant les nombreux partisans de l'alliance d'opposition, vêtus de t-shirt orange, un responsable a également précisé que le vice-président de Raila Odinga, s'il était élu, serait Kalonzo Musyoka. Raila Odinga, qui a été ministre dans un gouvernement de cohabitation entre 2008 et 2012, est un opposant historique au Kenya. Cet homme politique de gauche et âgé de 72 ans promet d'éliminer la corruption, de réformer le secteur public et de renforcer le gouvernement local. Il avait notamment contesté les résultats des 2 dernières présidentielles. Les élections générales kenyanes auront lieu au mois d'août de cette année. Les électeurs kenyans se rendront aux urnes pour élire leur président, mais aussi leurs députés et fonctionnaires locaux. C'est un grand honneur que m'accordent mes frères en me désignant en tant que porteur du drapeau de la National Super Alliance lors de la prochaine élection. Le Kenya, où la veille, le parti au pouvoir Jubilee avait organisé ses primaires à Nairobi, la capitale qui s'apprête aussi à accueillir les candidats des élections générales du mois d'août. Après l'annulation vendredi dernier de 21 primaires à cause d'un manque de matériel de vote et d'accusations de fraude dans certains bureaux, la coalition au pouvoir a repris ses primaires lundi. À Nairobi, 2 candidats au poste de gouverneur de la ville ont exhorté le public à rester pacifique. Je pense que la chose la plus importante est de rester pacifique. C'est un concours pour un jour et je pense que nous serons tous les mêmes personnes demain. Je souhaite faire appel aux habitants de Nairobi et parler avec le cœur dans cet exercice démocratique et que demain, nous serons encore tous de Nairobi, nous serons tous Kenyans, nous serons tous voisins. Cela doit être pacifique. Nous espérons le mieux. Je demande simplement à mes partisans de rester calmes. Nous devrions avoir une élection pacifique. Nous nous en remettons à Dieu et ce n'est pas la fin du voyage. Dans le pays voisin, un haut responsable des renseignements nationaux a été tué ce jeudi dans la capitale somalienne, Mogadiscio. Mohamed Hadji Ali a été abattu devant son domicile par des hommes armés. Il n'était pas entouré de ses gardes du corps. Les assaillants ont pris la fuite avant l'arrivée sur place de la police et des forces de sécurité. Une enquête est en cours. L'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste Al-Shebab. Les Shebab qui, malgré la perte de larges territoires grâce à la riposte des forces de l'Union africaine, menacent ouvertement les autorités somaliennes de mort. En Ouganda, l'universitaire et militante des droits de l'homme Stella Nyanzi reste en prison. Un tribunal de Kampala a décidé mercredi de maintenir l'activiste incarcéré 2 semaines supplémentaires. L'universitaire, connu du public pour ses commentaires souvent très crus envers le président Yoweri Museveni, postés sur les réseaux sociaux, a été inculpé le 10 avril 2017. Stella Nyanzi dément les faits de harcèlement par Internet et outrage et utilisation de son compte Facebook pour perturber la vie privée du président qui lui sont reprochés. La conclusion de toutes ces procédures, c'est que le docteur Stella Nyanzi est enfermé pour une durée indéterminée dans la prison de Luzira jusqu'à ce que l'État décide qu'il n'y ait plus besoin de faire une évaluation de sa santé mentale. Aucune ligne de conduite n'a été donnée par le tribunal. De plus, il n'y a eu aucun recours concernant la remise en liberté du docteur Stella Nyanzi, alors que la remise en liberté est au centre de toute révision. Le juge a agi de la plus irrespectueuse et scandaleuse manière en refusant de mener ces procédés devant une cour ouverte pour que le peuple ougandais et la communauté internationale puissent étudier le cas du docteur Stella Nyanzi. En prélude à la 131e édition de la Fête du Travail qui sera célébrée le 1er mai prochain, le Fonds national de l'emploi au Cameroun organise dans ses agences du 25 au 28 avril des journées découvertes emploi. L'événement est une occasion pour les chefs d'entreprise de se rapprocher des compétences adaptées à leurs besoins pour tenter de combler leurs déficits en ressources humaines. Steve Gabangena et Fabrice Amvama pour les détails. Au Cameroun comme ailleurs en Afrique, la problématique de l'emploi est au centre de nombreux débats en cette veille de la 131e édition de la Fête du Travail. Conscient des difficultés rencontrées par les chercheurs dans la quête d'opportunités d'embauche, le Fonds national de l'emploi organise au Cameroun du 25 au 28 avril 2017 la 2e édition des Journées découvertes emploi. Les Journées découvertes emploi, c'est une occasion pour nous d'ouvrir nos portes au public pour que le grand public puisse venir voir ce que nous faisons au quotidien, le travail du conseiller emploi, que le grand public soit au courant de toute la procédure de traitement de l'emploi que nous menons au quotidien. Ces 4 jours permettront ainsi au FNE d'organiser une bourse de l'emploi, un marché physique qui permet un rapprochement direct entre les offreurs
et les demandeurs d'emploi. L'offre de service aux chercheurs d'emploi, c'est qu'en fait, nous les accueillons, nous les écoutons, nous faisons un bilan professionnel et nous dressons ensemble avec le chercheur d'emploi, le demandeur d'emploi, un projet professionnel. Un projet professionnel qui peut avoir plusieurs variantes. Il peut passer par une formation professionnelle, il peut passer par un stage d'apprentissage, il peut passer par des mesures d'appui spécifiques, tout simplement parce que le candidat est déjà adhéré, ou alors il peut passer par une mise en relation en direct. Bernard est un jeune Camerounais à la recherche d'un emploi. Depuis 2013, à l'issue de sa formation, il a déposé un dossier au Fonds national de l'emploi sans grande réussite. Ce matin, il espère avoir une suite favorable. J'avais déposé des dossiers parce que je suis journaliste, sorti de l'école. Alors, n'ayant pas quelqu'un qui pouvait me conduire à gauche ou à droite, je suis venu déposer mon dossier là. Aujourd'hui, on m'a appelé. Je suis venu. J'ai l'espoir que je trouverai mon compte. Première étape, l'accueil et l'enregistrement. Ici, un conseiller emploi est chargé de l'entretenir sur les objectifs de ces journées découvertes emploi. Ensuite, vient la visite guidée des divers services opérationnels. En attendant, les entreprises présentes communiquent sur leurs offres, question de préparer psychologiquement les visiteurs. La journée s'achève par un entretien d'embauche. Le candidat devra convaincre l'employeur pour espérer décrocher un poste dans son entreprise. L'entretien s'est passé déjà très bien. L'employeur a été très bref, très précis et concis. Et je me suis senti favorablement à la hauteur des compétences qu'il recherchait. Mais au finish, je reste confiant et rempli de beaucoup d'espoir et de foi, dans l'espoir qu'il va m'appeler pour aller répondre de mes compétences, me faire juger sur le terrain. Comme Bernard, des centaines de chercheurs d'emploi prennent part à ces journées découvertes emploi au Cameroun, dans l'espoir de voir désormais la vie sous un jour encore plus clair. Mais avant de trouver un emploi, les jeunes passent souvent par les bancs de l'université, en tout cas quand tout va bien. Au Niger, la situation est enfin revenue à la normale. Les explications de notre correspondant sur place. Le calme et la sérénité sont de retour sur le campus universitaire de Niamey. Pas à l'ombre d'un seul agent des forces de l'ordre. Les étudiants vaquent normalement à leurs occupations et ont repris le chemin des facultés. Le comité exécutif de l'Union des étudiants à l'université de Niamey reste tout de même vigilant. Le gouvernement doit respecter tous ses engagements. Les étudiants ont regagné les facultés, ils sont venus abondamment dans les différentes facultés dans le but de s'occuper des activités académiques au niveau de leurs sections respectives. Il est vrai que le mot d'ordre que nous avions lancé a été suspendu de façon provisoire pour permettre à nos partenaires d'en face de pouvoir s'exécuter quant aux engagements qu'ils ont pris. Nous accorderons les bénéfices de doute aux autorités politiques quant au respect des engagements. Parce que quand ils ne respectent pas leurs engagements, eh bien, nous resterons intransigeants, nous resterons intraitables. Nous pouvons renouer avec la lutte à chaque moment et nous pouvons appeler les étudiants à pouvoir regagner les chemins du combat pour que nous puissions reconquérir nos droits. Les étudiants restent quant à eux à l'écoute de leurs dirigeants qui doivent poursuivre les négociations avec le gouvernement jusqu'à la satisfaction totale de leurs exigences. Nous croyons à nos dirigeants syndicaux, c'est pour cela à chaque fois s'ils nous appellent pour la reprise, je ne vois pas une raison pour laquelle on va refuser. Donc on sait que sûrement au niveau de leurs revendications, ils ont eu gain de cause. Donc c'est ce qui a motivé les camarades à reprendre le chemin de l'école. Si la tension a baissé chez les étudiants, il n'en est pas de même chez les enseignants contractuels. Ils ont à nouveau battu le pavé ce jeudi pour appuyer leur grève de 48 heures. Ils exigent le paiement de leurs arriérés de pécule et le recrutement direct à la fonction publique. Ouvrons à présent une page économie. Les environs de la capitale nigérienne Niamey connaissent depuis peu une véritable ruée vers l'or. La rumeur de pépites d'or trouvées à Kafakoira, près de l'aéroport, s'est répandue comme une traînée de poudre. En seulement 2 jours, le site a pris des allures de centre d'affaires, envahi par les chercheurs d'or et par les vendeurs de vivres ou de matériel pour creuser. Mais attention, le métal jaunâtre est peut-être de l'or. Il peut aussi s'agir de pyrite de fer, un autre métal très ressemblant. Par ailleurs, l'article 2 du Code minier du Niger est clair. Est interdite toute appropriation privée de gîtes naturels de substances minérales ou fossiles contenus dans le sous-sol ou en surface et qui sont la propriété de l'État.
Il n'empêche que les découvertes de sites aurifères sauvages sont courantes au Niger, notamment dans l'ouest où l'or est produit en quantité industrielle depuis 2004. À pied, à moto, à dos d'âne ou même en voiture, ils sont déjà des milliers à se ruer dans la boue du site de Kafakoira au sud de la capitale. Un espoir commun, trouver de l'or. Hier, nous avons eu un peu d'or et aujourd'hui, nous sommes revenus pour retenter notre chance. Nous avons appris qu'il y avait de l'or ici ce matin. Je suis venu prendre la relève d'un ami qui a travaillé toute la journée d'hier sur le site. Je vais continuer à creuser en espérant que la chance nous sourira. Et si nous ne trouvons rien, ce sera la volonté d'Allah. Cap à présent sur l'Éthiopie, l'un des pays africains qui connaît le plus fort taux de croissance, notamment grâce à l'action du gouvernement qui veut moderniser jusqu'aux régions les plus enclavées. Mais pour certaines populations du pays, la réalité est bien différente. C'est le cas dans une mine de sel à ciel ouvert sur les bords du lac Assalé, où les travailleurs voient dernièrement leur gagne-pain s'envoler. Bernard Samael Pomme et Fabrice Mvama. Tous les matins avant de débuter leur activité, le geste est le même. Ces hommes et femmes aiguisent avant tout leur herminette, cet outil qui leur sert à tailler des blocs. Nous sommes en Éthiopie, sur les bords du lac Assalé. Ici, ce que l'on vient récolter, c'est du sel, une pratique vieille de plusieurs siècles que ses habitants tiennent de leurs grands-parents. C'est notre terre, nous avons hérité de cet endroit de nos pères, nos grands-pères. Nous n'avons rien d'autre que ceci. J'espère que mes enfants et mes petits-enfants continueront de chercher du sel ici. Si ce travail constitue la principale source de revenus de ces populations, il est aujourd'hui plus que jamais profitable, car depuis quelque temps, le gouvernement éthiopien veut désenclaver cette partie du nord-est du pays. Dans les environs, de nombreux restaurants, hôtels et marchés ont vu le jour. Les choses ont changé parce que maintenant le marché est proche de là où on cherche le sel. Nous pouvons le vendre à un bon prix, 25, 26, 27 birrs pour un bloc de sel. Avant, nous devions voyager beaucoup plus loin, jusqu'à Mekele, et vendre le tout moins cher. L'une des autres activités qui intéresse aussi, c'est la construction d'une route. Une initiative également saluée par les mineurs de sel. Je pense que la manière de transporter le sel va changer. Les mines sont proches en voiture d'ici. Petit à petit, nous allons transporter le sel en voiture. Seulement, ce vent de modernité qui souffle sur cette terre aride n'est pas pour plaire à tout le monde. De nombreux exploitants y voient un ralentissement de leur activité et même l'occasion de perdre leur seul travail. Économie toujours en Afrique du Sud où, malgré leur qualité, les vins produits sur son sol se vendent à prix très bas. Une situation qui pourrait même menacer certaines exploitations prestigieuses du pays. C'est la saison des vendanges dans la région de Stellenbosch. Certains des meilleurs vins sud-africains sont produits sur ces collines depuis 350 ans. Les louanges abondent de la part des critiques, mais les prix restent bas. Il y a cette idée que l'Afrique du Sud produit des vins moins chers. Je dirais que les gens ne sont pas prêts à payer plus de 20, 30 euros pour une bouteille de vin rouge et 15, 20 euros pour une bouteille de blanc. Et je parle de plafond, donc la moyenne est bien moins élevée. Près de la moitié des 3200 membres de Vinpro, une association de producteurs, perdent de l'argent. 900 d'entre eux ont même mis la clé sous la porte ces 10 dernières années. Les vins sud-africains sont souvent perçus comme ayant un bon rapport qualité-prix. C'est comme ça qu'ils ont été présentés sur le marché international au début, mais c'est devenu un fardeau. Parce qu'ils ne sont pas juste bon marché, ce sont souvent des vins exceptionnels qui méritent des prix plus élevés. Le secteur viticole emploie près de 300 000 personnes et génère un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros par an. Mais peu de Sud-Africains boivent du vin. Les producteurs sont donc obligés de courtiser de nouveaux clients. En termes de pouvoir d'achat, la classe moyenne noire sud-africaine dépasse désormais la population blanche. Donc si vous ne ciblez pas cette catégorie de clients, vous réduisez votre marché de moitié en quelque sorte. Et votre chance de sauver l'industrie diminue d'autant. À l'export, les vins sud-africains souffrent d'une concurrence féroce des vins australiens et chiliens sur leur marché traditionnel en Europe. Le 8e producteur de vin au monde a donc intérêt à trouver de nouveaux débouchés, notamment en Chine et sur le continent africain.
En Tunisie, la loi très controversée sur les stupéfiants vient d'être assouplie. Le Parlement a ainsi répondu à une revendication insistante de la société civile qui dénonçait le coût social exorbitant de cette loi 52 qui envoyait en prison de nombreuses personnes arrêtées simplement par exemple pour avoir fumé du cannabis. 133 élus sur les 140 présents dans l'hémicycle mardi ont adopté un amendement du texte promulgué en 1992 et qui permet maintenant aux magistrats de prendre en compte des circonstances atténuantes et donc d'éviter dans certains cas la prison à des accusés. La mesure est toutefois provisoire. Il faudra encore attendre une révision globale de cette loi. Malgré tout, la société civile se félicite de cette étape considérable qui vient d'être franchie. La loi 52 a été amendée aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle parce que ça permettra à des milliers de jeunes de ne plus être condamnés à de la prison ferme. Mais c'est une étape importante, oui, mais il faut continuer à discuter l'autre projet de loi qui a une vision plus globale sur le problème des drogues en Tunisie. Au niveau du gouvernement, donc, il maintient son projet de loi qui contient une vision globale, donc qui comprend aussi le côté santé, le côté préventif et le côté aussi dissuasif. Donc le projet il est encore en examen devant la commission de la législation générale. C'est du bricolage juridique. Je ne sais pas si la loi va être revue prochainement. Je ne pense pas. Vu le calendrier de la commission de législation générale, à mon avis, comme je l'ai dit, elle est renvoyée au calendrier grec. On ne sait pas, dans un an, dans 6 mois, 9 mois, peut-être après les élections municipales, mais pas tout de suite. Toujours en Afrique du Nord, les catholiques d'Égypte sont impatients d'accueillir le pape François. Dans une église du Caire, les fidèles se préparent à l'arrivée du souverain pontife, attendu vendredi. Sa visite a pour but de soutenir les chrétiens du pays, récemment endeuillés par 2 attentats terroristes meurtriers. Dans l'église Saint-Joseph du Caire, dernière répétition pour la chorale. Les fidèles catholiques attendent avec ferveur l'arrivée du pape François en Égypte. Le pontife sera au Caire vendredi et samedi pour son premier voyage dans le plus peuplé des pays arabes. Nous avons commencé les préparations quand nous avons appris la visite du pape il y a environ 1 mois et quand nous avons su que notre chorale avait été choisie pour participer à la cérémonie. Le pape vient soutenir les chrétiens d'Égypte endeuillés et inquiets après des attentats meurtriers. Pour le patriarche copte catholique, cette visite a pris une dimension hautement symbolique. Début avril, un double attentat suicide a fait 45 victimes dans 2 églises coptes. L'Égypte mérite de recevoir du soutien, en particulier avec ce qui se passe et les attentats terroristes et criminels dans le pays. Sur les 9 millions de chrétiens égyptiens, 270 000 sont catholiques. Une petite communauté qui veut réserver un accueil mémorable au pape et qui espère que sa visite renforcera le dialogue avec les autorités musulmanes. Cette visite est très importante pour consolider le dialogue entre les religions. Ce dialogue a été interrompu pendant un temps, mais le pape François est arrivé et l'a relancé. Les visites de délégation se sont multipliées entre le Caire, l'université Al-Azhar et le Vatican. La visite du pape François intervient 17 ans après celle de Jean-Paul II qui avait marqué les esprits. Samedi, il dirigera une messe dans un grand stade de la banlieue du Caire. Et refermons ce journal avec du sport et une nouvelle historique. Gift Ngoepe est devenu le premier Africain à jouer un match de Ligue majeure de baseball aux États-Unis. Il s'agit de l'équivalent de la NBA pour le basketball. Après avoir joué 9 ans dans les ligues mineures, le Sud-Africain de 27 ans rentre maintenant dans la cour des grands. Mercredi, avec les Pirates de Pittsburgh, il a réussi à frapper un coup sûr dès sa première présence à la batte. Son équipe a ensuite gagné le match 6-5 contre les Cubs de Chicago. Le jeune joueur africain né à Petersburg et qui a étudié près de Johannesburg est considéré comme l'un des meilleurs espoirs défensifs des Pirates. Un jeune homme à suivre. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres développés ce soir. Au Sénégal, le verdict de la prison à vie vient d'être confirmé en appel à l'encontre de l'ancien président tchadien Hissène Habré.
Au Kenya, le mouvement démocratique Orange a annoncé la candidature de son leader Raila Odinga à l'élection présidentielle du mois d'août. Et enfin, un haut responsable des renseignements nationaux a été tué par des combattants Shebab dans la capitale somalienne Mogadiscio. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine.